le programme. On va essayer de parler tout d'abord du français de façon générale, certaines notions, certaines informations qu'un élève doit connaître, certaines questions aussi que l'élève ou l'étudiant doit se poser pour comprendre. Sinon, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup de définitions, donc l'élève ou l'étudiant se trouve un peu perturbé. Parfois, il trouve des difficultés à comprendre, soit un texte, soit les pensées d'un auteur, etc. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe beaucoup de genres. Quand on dit genre littéraire, ça veut dire les façons avec lesquelles écrivent les écrivains. Il faut aussi connaître les registres littéraires. Le registre, ça veut dire qu'est-ce qu'il veut nous transmettre l'auteur comme message. Qu'est-ce qu'il veut de nous, étudiants ou bien lecteurs, etc. Est-ce qu'on doit partager avec lui ses sentiments? Est-ce qu'on doit le comprendre? Est-ce qu'on doit réagir avec lui, etc. Donc, ce sont des questions essentielles qu'un étudiant doit se poser. Tout d'abord, pour qui écrit un écrivain? Comment il écrit? Et quels outils, quels moyens d'expression il utilise? Et qu'est-ce qu'il veut de nous? Bon, ce sont trois questions très importantes. Donc, tout d'abord, un auteur, lorsqu'il écrit, il choisit un thème. Donc, il faut reconnaître ça, les thèmes d'une œuvre. Chaque œuvre a des thèmes. Si on prend par exemple Antigone, nous avons l'abolition de la peine de mort, nous avons la fatalité. Donc, quand on parle de la boîte à merveilles, on parle de la condition de la femme, on parle des traditions marocaines, etc. etc. Donc, ce sont des thèmes que l'auteur choisit pour essayer d'en parler, d'expliquer, etc. Bien, donc un auteur utilise ce qu'on appelle des moyens d'expression, ce qu'on appelle des figures de style. Que ce soit des comparaisons, des métaphores, des personnifications, des hyperboles, des chiasmes, allitérations, assonances, il y a beaucoup de figures de style. Et les figures de style, c'est un moyen, c'est une image que l'auteur utilise pour s'exprimer. Donc, il ne parle pas directement comme à l'oral. Hein. Donc, il essaie de nous c'est comme s'il s'agit d'un peintre en train de peindre un tableau. Il utilise des couleurs, il utilise des expressions aussi, des imaginations, etc. Donc, on va voir tout ça. Premièrement, les genres. On va voir certains termes que vous devez apprendre par cœur, parce que ils vont vous aider à analyser un texte, à étudier un texte et à expliquer un texte. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle la narration, d'accord? La narration. Ça vient de quel verbe? Narrer, qui veut dire raconter. Voilà. Bon, on peut trouver la narration dans presque tous les genres. C'est-à-dire, même dans un poème, parfois le poète, il nous décrit, il nous parle d'un paysage, etc., tout en racontant parfois des histoires. Si on prend par exemple le Mandélope de Victor Hugo, donc il parle d'un voyage qu'ils sont en train de faire. Il va voir la tante de sa fille, donc il va visiter la tante. Donc il parle de ce qu'il voit, les montagnes, donc il raconte. Donc, même si dans une pièce théâtrale, on trouve des histoires. Une famille qui ne veut pas donner la main de leur fille à un pauvre, etc. Donc elle raconte des histoires. Mais la façon, ou bien le genre, ou bien les techniques qui changent. Mais parfois, on trouve parfois les mêmes thèmes, les mêmes démarches, les mêmes étapes. Vous avez déjà vu les étapes du récit, l'étape initiale, etc. Donc on va parler de tout ça. Donc, la narration, et nous avons ce qu'on appelle la narration, bien le récit, d'accord? Et nous avons le théâtre. Nous avons aussi la poésie. Bon, cette année vous n'avez pas la poésie, mais quand même,
Dans la narration, on trouve une œuvre qui est sous forme de texte. Contraire de théâtre, on dit pas texte. Voilà, très bien. On dit pièce. Dans la poésie, on dit un poème. Donc, lorsque vous êtes en train d'analyser l'examen ou le texte, il faut utiliser les termes exacts. Par exemple, si vous avez une pièce à faire, vous n'allez pas dire le texte, le deuxième texte, vous allez dire dans la pièce, le premier acte, la deuxième scène, troisième scène, etc. Dans un poème, on va dire, on ne va pas dire paragraphe, on va dire strophe. D'accord? Donc, chaque genre a une terminologie, ça veut dire des mots exacts qu'on utilise. Dans un texte, on parle de paragraphe. D'accord? Mais dans une pièce, on parle d'acte ou bien et de scène. Dans un poème, bien sûr, on parle de strophe. On ne dit pas dans le deuxième paragraphe, bien dans le deuxième, on dit strophe, deuxième strophe, troisième strophe, etc. Dans un paragraphe, on parle de phrase. D'accord? Première phrase, deuxième phrase, dernière phrase, etc. Dans une pièce, on ne va pas dire phrase, on dit des paroles, bien des répliques. D'accord? Des paroles, bien répliques. Troisième réplique, l'auteur ici, l'écrivain, dans la troisième réplique, il a employé une figure de style, etc. etc. Donc, on doit préciser, utiliser le terme. Dans une strophe, on parle de verbe. Troisième verbe, quatrième verbe. On ne va pas dire troisième phrase, etc. D'accord? Et bien sûr, dans la poésie, on a ce qu'on appelle le rythme, les rimes à la fin du poème, etc. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est ces deux genres, d'accord? Dans la narration, dans le récit, on trouve beaucoup de genres de récits. On peut parler comme la boîte à merveilles, c'est une œuvre autobiographique. Très bien. Donc, autobiographie. Ça vient de quel. Si on partage on divise auto, bio et graphie. Auto, ça veut dire même. Bio, ça veut dire vie, biologie. Graphie, écriture. Orthographe, photographe, etc. Écriture ou bien impression. Donc, quand on parle de la boîte à merveilles, on peut dire que c'est une œuvre autobiographique parce que l'enfant raconte ça, ses souvenirs, ses. Bien. On peut trouver aussi des romans, comme celui de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. On peut parler aussi de contes. Vous n'avez pas dans le programme un conte, mais conte, c'est une histoire qui est imaginaire, dont les personnages sont aussi imaginaires. Ça peut être des monstres, des animaux qui parlent, etc. Donc, c'est autre chose. Et à côté du roman, on trouve la nouvelle. Bon, l'année dernière, vous avez vu la nouvelle, d'accord? De Guy de Maupassant. Vous avez la ficelle, le chant, vous avez le chevalier double, etc. Bien. La différence entre roman et nouvelle, roman, plusieurs personnages, plusieurs événements. Par contre, la nouvelle, seul événement, n'est-ce pas? Avec peu de personnages. Avec peu de personnages. Par contre, le roman, on trouve beaucoup d'événements, etc., des personnages, etc. C'est l'essentiel. Dans une pièce théâtrale, on ne peut pas dire qu'il y a, comme le récit, plusieurs types de narration de récit, mais on trouve la différence, ou bien si on cherche à comparer entre les pièces théâtrales, on va parler de registre littéraire. C'est ça la différence. Ici, on parlera de registre tragique, romantique, lyrique, très bien,
Oui, épique. Nous avons. On va parler de ça. On va parler de ça. Donc nous avons épique, satirique, ironique, pathétique. Nous avons aussi comique, comme par exemple l'année dernière le bourgeois gentilhomme de Molière, etc. Ou l'arabe de Molière, etc. Bien, on va parler de ça. Donc, bien. Donc c'est un petit résumé des genres littéraires que nous avons. Parlons un petit peu des registres littéraires. Donc nous avons le comique, qui bien sûr qui vient de comédie, etc. Le but c'est quoi? C'est faire rire, n'est-ce pas? Faire rire le public. Ou bien le lecteur, ça dépend. On le trouve souvent au théâtre. Nous avons satirique, qui vient de satire, c'est critiquer, le fait de critiquer soit les vices d'un personnage d'une personne, soit même la société. Si on parle de la société au XVIIIe siècle par exemple, on parlait de la corruption, on parlait de l'analphabétisme, on parlait de beaucoup de vices dans la société. Donc les auteurs, Voltaire, Condorcet, Beaumarchais, etc. Donc beaucoup d'écrivains qui ont critiqué la société. Hein? Bien. Donc ça s'appelle un texte satirique ou critique. On parle de tragique. Ça vient de quel mot tragique? Tragédie, voilà. Quand on dit tragédique, ça veut dire la mort. Très bien. Vous avez tout à l'heure dit fatalité. Ça vient de l'adjectif fatal, qui veut dire qu'il y a la mort devant nous, on ne peut rien faire. C'est ça la fatalité. Donc, croire au destin, etc., c'est mon domaine fatalité. Et nous avons aussi la souffrance. Bon, ce sont des thèmes que vous devez connaître par cœur. Souffrance, mort, etc. Comme l'exemple, Antigone. Voilà, très bien. Antigone de Jean Anouilh. Nous avons aussi, alors, épique, ça vient de mot épopée, qui le but de ce genre, ou de cette, ça veut dire que l'auteur va essayer d'employer des termes, des expressions pour encourager l'autre, pour le pousser à réagir. Donc, épopée, épique, c'est le fait de encourager, faire réagir le public, etc. À participer, à faire la révolution, à combattre. Parfois, ça peut être aussi un chef ou un général, commandant, etc., qui parle avec ses soldats. Aujourd'hui, nous allons combattre l'ennemi. Ça s'appelle un texte épique ou bien un discours épique. Donc, vous avez dit lyrique aussi. Alors, lyrique, ça vient de quel mot? La lyre, ça vient du mot lyre, qui veut dire instrument de musique. Je ne sais pas si c'est instrument de musique. Bon, qui ressemble à ça. Il y a des filles comme ça. Comment ça? Ça s'appelle la lyre. En général, autrefois, les siècles 13e, 14e, 15e, etc., on utilisait beaucoup ce genre de registres, ce qu'on appelle les registres. Bon, il faut la différence entre registre littéraire et registre de langue.
registre de langue. Donc, registre littéraire, on utilisait des instruments pour chanter, pour décrire, s'exprimer, la nature, les sentiments personnels de l'auteur, etc. D'accord? C'est pourquoi on appelle ça lyrique. Ça a un rapport avec l'instrument, avec la musique, etc. On parle surtout de satirique, plutôt tragique, Antigone, et Athèse, roman Athèse quand on parle de Victor Hugo, etc. Bien, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des thèmes. Des thèmes, chaque auteur a ses idées, ses messages qu'il veut transmettre, ce qu'il veut de nous, comme nous avons dit tout à l'heure. Ça veut dire, ou bien il veut tout simplement nous faire rire le public, ou bien il veut que nous partagions ses sentiments, ça veut dire qu'il veut nous faire pleurer, il veut nous faire pleurer, ou souffrir, ou tout simplement partager les sentiments d'Antigone, etc. Donc, il veut nous faire pleurer, parce que si vous allez voir des scènes, si vous lisez des scènes, des passages qui sont tristes, qui parlent de la mort, donc vous n'êtes pas heureux. Donc, vous essayez de partager avec lui ses sentiments, etc. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des registres registres littéraires qui font peur aussi, hein, faire peur. Comme par exemple, vous avez le chevalier double qui parlait d'un personnage maléfique, etc. Donc c'est un registre fantastique. Donc c'est pourquoi, pour nous faire peur, puisqu'il parle des satans, des personnages maléfiques, etc. Donc le but de l'auteur, c'est faire peur au public. Donc, alors les thèmes qu'ils utilisent, nous avons beaucoup de thèmes. Nous avons par exemple dans le boîte à merveilles, la solitude. Nous avons aussi les traditions. Nous avons aussi la condition de la femme. Divorce, etc. Donc, problèmes conjugaux entre le père et sa femme, etc. La condition de la femme, le travail, etc. La condition de la femme. Ça, c'est dans le roman de Ahmed Sfaï. Donc, par exemple, le thème principal de Un dernier jour d'un condamné, on parle de l'abolition de la peine de mort. Donc, l'auteur, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut de ce roman? Il veut pousser, oui. Partager les sentiments du condamné. Oui, faire partager les sentiments, faire connaître ses sentiments et sa souffrance. Donc, il veut nous dire, bon, nous, on est dehors, mais lui, il est à l'intérieur de la prison. Donc, on ne sait pas, on ne voit pas ses sentiments, l'entourage, les conditions, ses conditions, etc. Donc, il veut nous faire connaître comment vit un condamné à mort, comment ses souffrances, etc., etc. Donc, et aussi, Victor Hugo, il parlait de tout ça. Il parle souvent des souffrances des gens, que ce soit de la bande, des enfants, d'un condamné à mort, etc. Vous vous rappelez du roman Cosette, Les Misérables, etc. Donc, on parlait des enfants qui travaillent, etc. Donc, toujours il parle. Et il a un but, un objectif. Lui, il a réussi. Comment? Eh bien, quand il a parlé de Cosette, etc., il a changé certaines lois en France, c'est-à-dire interdire de faire travailler les enfants. Donc là, il a atteint un but.
Donc quand on emploie ces thèmes, ces sujets, transmettre un message, c'est pour qui? Pour le gouvernement, pour le pays, pour le président, etc. Voilà, il y a un problème qu'il faut résoudre. Donc, cette façon-là, ou si vous voulez, cette demande, ou bien ce message, il le fait à travers l'écriture. Voilà. Alors, ces thèmes-là, ils vont nous faire quoi? Penser à quoi? Écrire. Quoi? À la fin de l'examen, vous avez une production. Une production écrite. Voilà. À la fin, vous avez une production écrite. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces thèmes pour poser un sujet, donner un sujet aux élèves, etc. Par exemple, on va dire, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Est-ce que vous êtes pour ou contre la solitude? Certains disent, moi je préfère être seul parce que j'aime beaucoup être seul pour lire, pour profiter de la nature, etc., etc. Alors il va dire, non, je suis social, donc je dois vivre avec les gens, je ne peux pas faire, etc. Donc vous allez faire une production écrite. N'est-ce pas? Alors, quand vous allez parler de ces thèmes, vous allez discuter ces thèmes, vous aurez par la suite un texte. Quel genre de texte? Argumentatif, bravo. Donc, on va parler d'un texte argumentatif. Ça veut dire de quel mot argumentatif? Très bien. Argument, ça veut dire utiliser des arguments, des preuves, des données statistiques, des proverbes, des citations d'auteurs. Quand on parle de côté religieux, on va donner des versets coraniques ou autres, ça dépend de la religion, donc la Bible, etc., etc. Donc, parfois on utilise des arguments. Pourquoi donner des arguments? Pourquoi il faut chercher des arguments? Pour convaincre. Voilà, pour convaincre. Donc, convaincre ici qui? À l'examen, qu'est-ce qu'il faut convaincre? Le correcteur, donc le professeur qui va corriger les profs. Donc, il faut le convaincre. Voilà. Et parfois, convaincre quelqu'un passe par des étapes. Parfois, on peut trouver plusieurs genres de communication ou d'argumentation ou des objectifs qu'on atteint. Parfois, on peut convaincre quelqu'un. Donc lui, il a ses idées. Mais les idées que vous avez suscitées, dont vous avez parlé, peuvent être vraies, convenables, etc. Mais lui, il garde les siennes. Évidemment, c'est bien ce que vous avez dit. Parfois, il vous dit, oui, je suis d'accord, mais... Et il va vous donner ses idées, lui. Hein? Je suis contre parce que, etc. Oh, vous êtes pour, moi je suis contre. Donc, et parfois, lorsque quelqu'un a des idées fausses, il va changer complètement. Donc, ou bien on garde ses propres idées, on peut ajouter d'autres idées. Parfois, on abolit, on enlève ses propres idées parce que mes idées étaient fausses, donc je n'avais pas raison. Et aussi, parfois, on refuse les idées. Ça dépend du professeur, ça dépend de quelqu'un, ou la personne avec laquelle vous parlez, vous discutez. Donc, contrairement au texte argumentatif, on parle quand on parle de roman, raconter le récit, etc., on parle de texte narratif, ce que vous allez raconter. Parfois, on peut vous poser la question, quand on parle d'inventer la règle, on peut vous dire, par exemple, des thèmes qui ont rapport avec la relation père-enfant. Je peux vous dire, est-ce que vous avez fait des bêtises, comment votre père a réagi, etc., etc. Donc, vous aurez un texte narratif. Ça dépend du sujet. D'accord? Des questions? Vous voulez qu'on parle d'autre chose, par exemple? Ou bien on reste, on continue. Donc,
On parle de l'examen maintenant. Un examen se compose de 3 parties. Un texte, des questions de compréhension et une production écrite. En général, un texte, on vous donne un texte qui n'a pas de titre et qui n'a pas, sur lequel on n'a pas écrit le nom de l'auteur. Donc c'est à vous de chercher tout ça. Au primaire ou bien au collège, on donne le texte avec le titre, avec l'auteur. Bon. Parce qu'on va poser des questions sur le contenu, le type de texte, et c'est tout. Contrairement au baccalauréat. Au baccalauréat, on pose des questions sur l'auteur, sur le titre, sur l'œuvre. Donc il faut faire la différence. Et que ce sont des informations qu'il faut apprendre. Hein. Surtout la date de naissance, la date de la mort de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire et les registres, et parfois aussi le niveau de langue. Il faut connaître par cœur. Donc, en général, ou bien on pose la question complétée, le tableau, d'accord? Première question. Ou bien parfois on ne donne pas de tableau, on pose des questions. Qui est l'auteur, à quelle année, l'apparition de l'œuvre, ou la mort, ou la naissance, etc. Ou bien un tableau, c'est-à-dire nom de l'auteur, parution, date de parution, genre. Oui, très bien, genre, naissance, nous avons dit titre, donc nom et titre, date de naissance, parution, genre, naissance, et aussi, nous avons dit niveau de langue, registre, etc. Niveau de langue, etc. Donc, ça dépend des questions. Si on donne par exemple un exemple, si on prend le roman de La Boîte à Merveilles, on va dire l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, tu vas l'écrire comme ça, vous allez écrire tout ça, comme ça, Ahmed Sfraoui. Titre La Boîte à Merveilles. Date de parution 54, bravo. Genre autobiographique. Naissance 1915 et la mort 2004. Très bien. Bien. Souvent, toujours, on pose la question quoi? Deuxième question. Voilà, très bien. Situation du passage. C'est-à-dire, c'est quoi situer? Ça vient de quel verbe? Situer, ça veut dire quoi? C'est placer. Hein? Situer, c'est placer. Quand on dit situer ou localiser un endroit, tourner à droite, tourner à gauche, etc. Bon, quand on parle de l'œuvre, situer un passage ou un extrait ou un texte, ça veut dire. Voilà, très bien. C'est citer, ce que vous devez faire, citer un ou pas beaucoup. Vous n'allez pas raconter toute l'histoire. Un événement ou deux maximum. Ou deux événements qui ont précédé le texte. N'est-ce pas? Qui ont précédé le texte. Troisièmement, la compréhension. Bon, tout ça, c'est la compréhension. Parce qu'on dit, ça veut dire que vous faites comprendre aux autres que vous avez lu le texte, l'œuvre, etc. Et que vous avez compris de quoi il s'agit, etc. Bon, directement, le personnage. D'accord? Bon, vous devez connaître les personnages. Alors, pour pouvoir situer le texte, à mon avis, parce qu'on ne peut pas apprendre toute l'œuvre, c'est difficile. Donc, je vais vous donner le résumé de chaque passage, de chaque partie. Et comme ça, vous allez apprendre. Vous avez déjà lu le roman, mais.
Bon, il faut le lire, parce que parfois c'est très difficile de situer un texte, c'est très difficile. Mais quand même, je vais vous aider avec des résumés. Chaque paragraphe, chaque partie va être résumée. Comme ça, au moins, vous aurez de la chance de pouvoir situer ce passage. D'accord? C'est obligatoire. Donc, les personnages, parfois en général, on dit personnage principal. D'accord? Quand on dit personnage principal, il ne faut pas dire tout. Seulement, c'est Mohamed. C'est Mohamed, donc le personnage principal. Dans un autre roman ou œuvre, le condamné, etc., etc. Donc vous donnez seulement le personnage. Parfois, on vous dit les personnages de l'œuvre. Ici, vous allez citer tous les personnages de l'œuvre. Si on vous dit les personnages du texte, vous donnez seulement les personnages qui sont dans le texte. Donc il faut faire attention à ça. Donc, personnages, plusieurs, donc ça dépend de la question. Quatrièmement, il y a un quatrième, cinquième, sixième, trois questions parlent du contenu. De quoi on parle dans ce passage, pas dans l'œuvre. Par exemple, où sont allés Yazid ou Sidi Mohamed avec sa mère, avec Zine, etc. Où sont-ils allés? Je ne sais pas, moi, chez le coiffeur, chez son ami, etc. Bien. Parfois, on vous dit pourquoi. Pourquoi, par exemple, pourquoi elle a organisé une fête? Hein? Supposons que le passage parle de la fête. Il a fait un plat et il a donné ce plat aux mendiants, aux pauvres. Pourquoi? Alors on va vous dire pourquoi il a fait cette fête. Vous allez dire pour remercier Dieu parce qu'il lui a rendu sa fille. D'accord? Donc parfois on pose la question pourquoi? Et même quand? Pourquoi? Vous donnez la cause, quand, l'heure et où le lieu. Bien. Ensuite, donc, supposons qu'il y ait deux questions qui parlent du contenu du texte, pas dans l'œuvre. D'accord? Ensuite, on parle un petit peu de la langue. Sixième, septième, huitième. Des questions de langue et des moyens d'expression. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si vous avez appris certaines notions de grammaire que vous pouvez utiliser, soit le discours rapporté, soit la nominalisation du verbe au nom, par exemple, soit l'hypothèse ou la condition. Certaines notions de grammaire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais on peut les voir. D'accord? Ça peut vous aider à comprendre, à répondre, etc. Langue, donc grammaire en général. D'accord? Ce sont des questions de grammaire. Parfois, bon, il faut savoir une chose. La langue se compose de deux parties, soit la langue orale, soit la langue écrite. Donc à l'oral, on ne respecte pas les règles. Donc on n'emploie pas le subjonctif, le conditionnel, etc. Contrairement à l'écrit. Donc, parfois, une notion de grammaire, si on prend par exemple la condition ou l'hypothèse, ben, ils ont rapport avec la conjugaison. Si vous ne savez pas conjuguer le conditionnel, l'imparfait, le plus que le parfait, etc., vous trouverez des difficultés à répondre grammaticalement. Donc, ils ont un rapport. Mais en général, on parle de grammaire. Les moyens d'expression, eh bien, ici, on va parler des figures de style, toujours. Des figures de style. En général, figures de style utilisées, nous avons la comparaison, très bien, la métaphore,
l'hyperbole, nous avons la personnification, bravo, la personnification. Nous avons aussi l'antithèse, l'antiphrase. Bien, pourquoi ces moyens d'expression? Pourquoi ces figures de style? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est figure de style? Figure de style, ça veut dire quoi figure de style? Figure de style. C'est un moyen d'exprimer d'une autre manière. Voilà. Bon, la même chose en arabe. Dans la littérature arabe, on parle des mêmes mots, des mêmes expressions, des mêmes définitions. En arabe, on dit figure, ça veut dire le visage. Même en arabe. Hein? Ça? Oui. Donc figure. Et aussi, on parle même la même chose en français. Figure, ça veut dire le visage. Et aussi, ça veut dire manière d'expression. Manière, moyen. De style, ça veut dire d'écriture. Le style journalistique, style littéraire, etc. Donc, figure de style, ça veut dire moyen d'écrire, voilà, tout simplement. Et ces moyens-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des comparaisons, des métaphores. Ce sont des images, Donc, l'auteur, quand on lit, tout d'abord, l'auteur essaye de vous capter, de vous attirer vers lui, hein, en utilisant ces images, ces expressions. C'est comme si vous êtes en train de voyager avec lui. Donc lorsqu'il vous capte, avec quoi? Avec ces images. Donc il rend l'écriture, ces moyens rendent l'écriture plus magique, plus belle. Contrairement à l'expression orale, on parle directement. Par exemple, on ne peut pas dire comme ça, votre père est mort, directement. D'accord? On va essayer de trouver une expression. Votre père nous a quittés. Votre père n'est plus avec nous. Votre père vient de nous quitter, etc. Donc, vous adoucissez l'expression pour ne pas choquer, pour ne pas choquer. Donc, ici, l'auteur utilise ces moyens, ces expressions pour... ça dépend de ce qu'il veut dire. Bon, nous avons la comparaison et la métaphore. Tous les deux, ce sont des comparaisons. La différence, c'est quoi? C'est avec l'outil de comparaison, Voilà. Ici, avec outil de comparaison, ici. Donc, avec outil et sans outil. Exemple. Bon, la comparaison va dire il chante comme un rossignol, par exemple. D'accord? Donc, le moyen que j'ai utilisé, comme, voilà, très bien, comme, ainsi que, tel, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de moyens que nous pouvons voir plus tard. Bon, ici, j'ai fait la comparaison entre le monsieur ou bien la femme avec un oiseau qui chante bien. Mais je peux dire la phrase d'une autre manière sans utiliser comme. On va dire il ou bien elle a quoi? Voilà, très bien. Il a une voix de rossignol, bien d'un rossignol. Donc ici, la métaphore c'est quoi? On comprend qu'il y a une comparaison, mais avec le sens, on comprend. Tout simplement, en lisant le texte, on dit ah tiens, il a une voix de rossignol, donc il ressemble au rossignol. Ou bien il chante comme un rossignol. Donc c'est la différence entre comparaison et métaphore. Bien. L'hyperbole, eh bien, ça vient de quel mot hyperbole? Hyperbole. Ça vient de hyper. Hyper qui veut dire beaucoup. On dit par exemple marché, supermarché, hypermarché. Très très grand. Donc hyper ça veut dire exagéré. Donc hyperbole, c'est le fait de comparer aussi. Hyperbole, on peut comparer, mais en utilisant
une expression exagérée. Fort comme un turc. Fort comme un bœuf. Hein, comme un bœuf. Donc ici, bon, la personne n'est pas un bœuf. Elle n'a pas la puissance d'un bœuf. Mais ici, on exagère. On voit une hyperbole pour exagérer. D'accord? Et bien, tout simplement, donc, personnification, ça vient de quel verbe? Personnifier ou personne, d'accord? Personnifier ou bien personne. Ça veut dire rendre ou bien attribuer, ça veut dire donner, hein, tout simplement. Attribuer des qualités de qui? D'une personne à qui? Une chose. Voilà, bravo. Une personne à une chose. Exemple, au lieu de dire le vent souffle, on dit le vent souffre. Hein? Quand on dit ouh, ça veut dire que c'est comme s'il a mal, il est en train de souffrir. Hein? Donc, on peut dire par exemple, la lune nous regardait, hein? Ou bien le soleil, ça dépend de l'auteur. Parfois il dit des choses qui vous paraissent bizarres. Hein? Quand il parle, les arbres nous regardent, les arbres nous regardent, nous épient. Hein? Les arbres nous épient au lieu de regarder. Donc ils utilisent des moyens qui vous paraissent bizarres. Donc on peut dire qu'il personnifie ces objets, ces endroits, etc. Eh bien, l'antithèse et l'antiphrase, ce sont des oppositions. Opposition. Parfois, on peut dire le contraire. Hein? On veut exprimer le contraire de ce qu'on veut dire. Si on dit par exemple léger comme un éléphant. Léger comme un éléphant. Un éléphant n'est pas léger, mais on veut dire qu'il n'est pas léger. Il est gros, il est lourd, etc. Donc, ou bien aimable comme une porte de prison. La porte de prison n'est pas aimable, n'est pas gentille. Donc, parfois, on peut dire qu'elle n'est pas jeune, au lieu de dire qu'il est vieux. Il n'est pas jeune, donc tout à l'heure, nous avons dit pour ne pas choquer. Parfois, l'antiphrase utilise des moyens, des idées, etc., qui nous paraissent un peu bizarres. Exemple, il peut dire par exemple, je sais pas moi, par exemple, cette clarté obscure, ou bien un soleil noir, le soleil n'est pas noir, mais vous pouvez trouver deux mots qui sont contraires, opposés dans un même exemple. En Chicone, il y a une phrase qui dit un sourire triste. Hein? Un sourire triste. Voilà, bravo, un sourire triste. Hein? Un sourire triste. Donc, il y a deux mots qui sont sourire et triste. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Un soleil noir, un sourire triste. Une soirée claire, je sais pas moi, un soleil triste aussi, pourquoi pas. Donc l'auteur, il peut tout dire, il peut dire, on va pas dire n'importe quoi, mais parfois il cherche des images pour choquer, pour pousser à réfléchir, pourquoi pas, à nous pousser à réfléchir, etc. Donc, j'espère que cette première partie est intéressante. L'essentiel, c'est parce que vous allez avoir à la fin de l'année un examen. Donc il faut mettre dans la tête que ce sont des questions qu'on pose en général. Un tableau à remplir, donc vous devez connaître les informations concernant l'auteur et l'œuvre, la situation du texte et des questions concernant le contenu
du texte et aussi certaines questions concernant la langue et les moyens utilisés pour s'exprimer. Donc ça c'est la première partie et la deuxième partie. Question donc de compréhension, n'est-ce pas? Troisième partie toujours la production écrite. La production écrite, souvent, on vous donne un sujet argumentatif. Souvent, donc le texte à produire est un texte argumentatif. Nous avons déjà expliqué ce que veut dire argumentatif. Donc, mais tout simplement, donc, on peut ajouter, on peut dire de quel genre d'argument on utilise. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. Alors, les arguments, ça peut être des données, n'est-ce pas? Des expériences. D'accord? Puisque par exemple, quand on parle des choses, on a déjà fait des expériences qui ont réussi. Donc, on peut l'utiliser comme preuve, comme argument. Expérience, proverbe. Alors, les proverbes. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Ou bien, bon, on va chercher d'autres proverbes après. Donc, l'essentiel, c'est de savoir que les arguments peuvent être des données, des expériences, des proverbes. Quand on parle des données chiffres aussi, les pourcentages, 80%, 10%, 50%, etc. On peut parler des citations des auteurs, comme dit Victor Hugo, comme par exemple dans la boîte à merveilles. Donc, vous pouvez donner des arguments, que ce soit dans les œuvres ou bien dans des citations d'auteurs, dans d'autres œuvres. Nous avons dit tout ça, pourquoi utiliser tout ça? C'est pour convaincre l'autre. Ça peut être un personnage, une personne, un membre de la famille, professeur, etc. Ben, contrairement au texte narratif, vous racontez des scènes, des événements que vous avez vécus, etc. Mais dans un texte argumentatif, il faut utiliser un plan. Toujours. Premièrement, on pose le problème ou la question. D'accord? Ça peut être une définition. D'accord? Si on parle par exemple de la délinquance, qu'est-ce que c'est que la délinquance? Mais il ne faut pas raconter tout. Il ne faut pas tout expliquer. Définition, phénomène. Parler du phénomène en général. Phénomène, exemple, on peut dire, de nos jours, on parle souvent de, je sais pas moi, la pollution, la peine de mort, les conditions de la femme, etc. Et vous posez là, donc vous parlez de, qu'est-ce que j'ai écrit? Problème, hein? Problème. D'accord? Ensuite, on peut poser une question. C'est-à-dire, on peut dire par exemple, ainsi, ces problèmes, ces phénomènes, etc., est-ce qu'ils peuvent nous causer des problèmes? Donc on peut poser des questions sur le problème et le sujet dont on parle. On va voir ça en détail, on parle de façon générale. Ensuite, vous expliquez comment, de quoi on parle. Donc, expliquer, tout en donnant bien sûr, comme nous avons dit, des arguments. Tout en donnant des arguments. C'est-à-dire, si vous êtes pour, vous dites
pourquoi. Tout simplement. Si vous êtes contre, vous dites pourquoi. D'accord? Et à la fin, bien sûr, vous essayez de résumer, d'écrire une thèse. Donc, résumé, thèse, morale, point de vue, oui, pourquoi. Donc, ici, vous avez déjà donné les points de votre point de vue. Parfois, on peut donner des solutions, d'accord? Par exemple, est-ce qu'il ne fallait pas faire ceci au lieu de faire cela, etc. etc. D'accord? Donc, ça, c'était de façon générale. Donc, on va voir. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va passer aux exercices, voir tout ça, essayer de. J'ai rassemblé ici des sujets qu'on a déjà posés dans des examens. Donc, comme vous avez ici, premier sujet. Dans nos jours, les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage pour aller habiter ailleurs. Que pensez-vous? Donc, il s'agit ici d'un texte argumentatif. Deuxième sujet qu'on a déjà donné, les coutumes marocaines imposent l'achat de vêtements neufs aux enfants à l'occasion des fêtes religieuses. Racontez un souvenir. Donc, il ne s'agit pas ici d'un texte argumentatif, mais narratif. Donc, vous allez raconter des souvenirs qui parlent des fêtes religieuses, des vêtements que vous avez achetés, etc. Troisième sujet qu'on a déjà donné, il arrive que certains parents se disputent devant leurs enfants sans trop se soucier des conséquences de leurs actes. Donc ici, il s'agit d'un texte argumentatif. Les parents se disputent devant leurs enfants. Donc vous allez expliquer quel impact, quel problème peut causer ce genre de dispute devant les enfants. Certaines personnes trouvent du plaisir à dire du mal des autres. Que pensez-vous de ça? Donc, ça veut dire, ici il s'agit d'un texte argumentatif. Donc il parle pour parler des autres. Et, seulement pour citer les défauts, les vices, etc. Donc, vous n'allez pas dire que c'est bien. On va dire que c'est tout à fait inconvenable de parler du mal des autres. Certains pensent que la fête en famille ou entre amis ne sert à rien. Ne sert à rien car c'est une perte de temps et d'argent. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je ne sais pas si vous avez vu, bon, c'est une leçon que vous pouvez trouver dans la chaîne, donner un jugement favorable ou défavorable. Ça peut vous aider parce qu'ici il s'agit de donner votre point de vue, votre avis. Est-ce que la fête pour vous, est-ce que ça fait du bien ou bien c'est une perte de temps et d'argent? Ensuite, nous avons de nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Il s'agit ici de la polygamie. Très bien. Donc vous allez donner votre point de vue. Certains parents font des travaux à la place de leurs enfants. Exemple, les devoirs, exercices. Parfois, votre enfant, votre frère, il vient vous dire j'ai pas le temps, ou bien j'ai pas compris, etc. Et vous, au lieu de lui expliquer, vous faites à sa place le devoir et l'exercice. Est-ce que vous trouvez ça bon ou mauvais? Donc vous allez expliquer pourquoi. Certains parents font des travaux, donc nous avons déjà parlé de ça. Ensuite, beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent des fkis ou des guérisseurs. Donc on fait allusion à Chouaf, dans la boîte à merveille, une femme qui prédit, qui parle de la manière de quelqu'un, etc. Ou des voyants. Donc, est-ce que vous trouvez ça logique, sain, etc. Personnellement, un autre sujet, diriez-vous que vous vous entendez avec vos parents? Très bien, assez bien, pas très bien, pas du tout. Donc, il s'agit ici de parler un texte argumentatif qui parle des relations entre le père et ses enfants. Comment
vous vous comportez avec vos parents. Est-ce que cette relation, est-ce qu'il y a une entente, vous comprenez mutuellement et facilement, ou bien il y a certains problèmes, peut-être dû à la différence de l'âge, génération, etc. Alors, certains parents voient que, je sais pas moi, que leurs filles ne doivent pas étudier avec les garçons, ne doivent pas parler aux garçons, etc. D'autres ils disent non, ils sont un peu plus compréhensifs donc, avec leurs enfants. Donc vous allez parler de tout ça. Ensuite, nous avons un sujet comme certains affirment, certains, que l'école est faite uniquement pour les études. Cours d'histoire, géographie, de langue, des maths, etc. D'autres, au contraire, pensent que l'école devrait aussi accorder de l'importance aux activités parascolaires, activités de théâtre, ateliers de peinture, clubs, etc. Donc ici, on parle de différence entre cours, leçons classiques qu'on donne dans les classes, et aussi les activités artistiques, divertissement, etc. Donc, vous pouvez garder cette copie.